Et tout le travail, c'est de voir où aujourd'hui, dans les prises en charge, les ruptures arrivent et comment, en les diagnostiquant, en tournant autour autant de fois qu'il le faut, on arrive à élaborer des Sachant que le solutions. jeune recouvre plusieurs réalités, ce qu'on s'est dit aussi. Voilà. Et puis tout le monde se sent concerné, je pense, je suis un peu simpliste, mais tout le monde se sent concerné par cette problématique du logement des jeunes, les bailleurs sociaux. On peut faire maintenant de l'intermédiation locative aussi pour les publics jeunes, et on arrive au niveau local à monter pas mal de choses. Après, voilà comment cette dynamique s'inscrit dans le temps, au-delà du soutien qu'apportait l'État sur la mise en œuvre accélérée du logement d'abord sur le territoire. Ça, c'est une des questions qu'on pourra peut-être évoquer à la suite de l'après-midi. La déprise, c'était là-bas, l'atelier qui a duré donc 1h30 sur une étude de cas. Qu'est-ce que ça a donné? Quels enseignements en tirer? Alors déjà, la déprise. Alors je vais Oui, faire ma définition à moi oui. de ce que j'ai compris de ce concept qui est très documenté, hein, qui est l'objet de recherche. On l'a vu dans la vidéo tout à l'heure. Avec mes mots, c'est la mise en retrait de personnes que l'on n'arrive plus à toucher et qui, de par leur attitude, empêchent tout accompagnement, malgré parfois de multiples difficultés auxquelles ils peuvent être confrontés. Et on a même l'université de Lorraine qui nous a accompagnés sur cette recherche action, comme on dit, a même été jusqu'à nous dire qu'il y a des gens qui viennent volontairement dans les foyers de travailleurs migrants les plus usés d'Amelie, les plus éloignés des transports en commun, pour qu'on leur fiche la paix, excusez-moi le terme, parce que voilà, ils demandent qu'une chose, c'est une fois qu'ils ont fermé la porte, qu'ils ont la clé de leur, voilà, ils veulent plus, ils en ont marre de raconter leur vie, marre de ressasser. Et, alors bien entendu, il peut y avoir des problématiques liées à la santé mentale par rapport à ça, mais voilà, globalement. Mais la question pour nous, c'est qu'est-ce qu'on fait? Parce que derrière la porte, qu'est-ce qui se passe? Et généralement, quand on découvre les situations, c'est beaucoup trop tard. La situation est tellement physiquement, socialement, humainement dégradée que la remédiation est quasiment plus possible. Donc, deux sujets sur lesquels on travaille depuis quelque temps, autour du foyer de Blida, c'était de se dire, nous, on n'y arrive pas tout seul, donc avec les partenaires, comment, ensemble, on peut essayer de faire progresser dans l'approche collective. Donc ça fait écho à ce que je disais avant sur le logement d'abord. C'est comment on fait, mais concrètement, avec les acteurs de terrain qui travaillent tous les jours. Amelie a 20 collaborateurs qui travaillent tous les jours sur le foyer de Blida pour accompagner 350 personnes, plus tous les autres acteurs qui interviennent. Il y a une vingtaine de partenaires qui interviennent sur ce foyer. Et donc, il y a eu des réunions préparatoires. Et là, pendant 1h30, et d'ailleurs, c'était assez dur de les faire arrêter, d'ailleurs, tellement pris dans le sujet, de construire des engagements qu'on contractualisera. Alors, le travail n'a pas complètement abouti, mais on retrouve les enjeux qui ont été évoqués en début d'après-midi, c'est-à-dire des enjeux d'accompagnement global. On est tous d'accord sur les mots. Maintenant, la question, c'est qu'une fois qu'on est d'accord sur les mots, c'est comment ça se pratique au quotidien et qui prend le leadership sur tel sujet par rapport à l'opérateur historique, par exemple. Ça peut se poser très concrètement. Et puis, encore une fois, de bien remettre les publics au cœur du sujet, de remettre les résidents, les hébergés de cet établissement au cœur de la préoccupation de tout le monde et qu'ils ne soient pas lus simplement comme une unité dans un dispositif. Hein, je suis un peu caricatural, je force le trait, mais avec cette idée qu'on peut discuter, hein, et ça a déjà été évoqué cet après-midi, que les personnes sont les plus grands experts de leur situation et que c'est bien avec eux et par eux que les choses pourront peut-être s'améliorer. Donc des socles ont été posés, il y a une dizaine d'items qui ont été, je ne vais pas vous les lister là, ce serait fastidieux, et donc on poursuivra ce travail. Et puis le deuxième enseignement, alors qu'on n'a pas exposé cet après-midi, mais qui a pu être évoqué de ci, de là, c'est le sujet d'accéder par d'autres voies aux personnes les plus en retrait. Et donc là, c'est la thématique de la pérédance, hein, qui n'est pas un concept nouveau, qui existe dans différents domaines, mais qui réapparaît en ce moment. L'État, d'ailleurs, l'évoque dans certains... ça avait été évoqué au moment de la refondation du travail social. Dans le plan logement d'abord, je crois que c'est également suscité. Et ça a été un des enseignements, une des voies qu'on a explorées suite aux travaux qu'on mène depuis 2-3 ans sur ce sujet de la déprise. Et bon, c'est pas un sujet très évident à exposer en atelier, donc on a préféré vous le faire voir par une... Et vous en mesurez les effets? On est au démarrage, mais on en mesurera, j'espère, bientôt les effets. Eh bien, regardez ce témoignage, justement, sur ce sujet.
qui arrive. J'ai participé à une formation sur la santé mentale en 2018 où un des formateurs était un père aidant. Donc il a expliqué vraiment ce que c'était la père aidance et voilà. Et en fait, on s'est tout de suite dit, je me suis tout de suite dit, mais c'est pour Sohana. C'est simple, je suis partie jeune pour Paris. Arrivée à Paris, je suis partie en Nouvelle-Calédonie. J'ai rencontré le père de mes enfants. J'ai aussi perdu mes parents ce temps-là. D'abord mon père. J'ai vécu aussi, comment on pourrait dire ça, violence conjugale. C'est ça qui a fait, avec la perte de mes parents, qui a fait qu'après je suis tombée assez bas et que j'ai eu un parcours assez difficile. Et Michel m'a parlé de ce projet et m'a dit qu'avec beaucoup d'expériences que j'ai pu vivre quand même, ça pourrait aider des personnes qui vivent soit la même chose ou même encore pire, ou que je pourrais au moins leur apporter un peu d'espoir. Vu la situation où j'étais, je me serais demandé, parce que c'est plus maintenant, je me demande si des personnes sont sorties, si c'est possible, avec tout ce que c'est d'avoir encore le coup. Il faut avoir encore l'envie. Il faut trouver l'envie de pourquoi on devrait s'en sortir, pourquoi faire, au final. Et finalement, oui, je suis sûre que je pourrais apporter quelque chose de bénéfique. Quand on essaie d'arrêter un produit, quand on essaie de changer ci, quand on essaie de voir, apprendre à reconnaître aussi ses défauts, afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'on a fait, voir les choses, voir ses qualités, voir ses défauts, ça c'est important aussi, à bien se connaître. Moi je sais qu'à un moment j'ai pris un cahier et j'ai tout écrit. Et ça m'a apporté beaucoup de bien. Et il faut que je continue à le faire, parce que quand je ne devais pas, je le remarque. Des petites choses comme ça tous les jours. Des petites choses fait que ça change. Je pense que la père aidance, ça peut être un projet super bénéfique pour beaucoup de personnes qui sont en souffrance et qui ont besoin d'aide, d'écoute. Déjà, un professionnel ne pourra pas apporter toute l'écoute, même avec toute la volonté du monde, elle ne pourra pas. La père aidance, ça sera génial vraiment pour les personnes, comme je vous ai dit, qui sont en souffrance, qui ont vraiment besoin d'aide, parce que on est quand même dans une vie où les gens ont besoin d'être écoutés et d'être entendus, d'être compris aussi. Le père aidant a une expérience de vécu, donc il ne va pouvoir aider que les personnes au vécu similaire. Sohana a eu un vécu de détresse énorme et très vaste, très varié, qui touche beaucoup de personnes. Ça va de la violence à la rue, l'addiction et j'en passe. Et elle a digéré tout ça. Elle a trouvé des solutions. Elle a mobilisé ses ressources. Elle en a fait une force. Et dans les établissements et les personnes que j'ai rencontrées, pour l'instant, elle est unique. Et elle a ses qualités personnelles aussi, cette sensibilité, cette écoute inconditionnelle. Il n'y a pas de jugement quand on discute avec Sohana. Cette sensibilité à la souffrance de l'autre et ce courage de regarder ses propres peurs, elle est elle-même dans un travail de maturation personnelle, tout simplement. On n'a d'appétit à la relation et à la relation d'aide que parce qu'aussi, souvent, on a dû soi-même se rétablir de choses compliquées et qu'on a justement développé à l'expérience de sa propre vie un rapport tout à fait particulier au monde et aux autres qui mobilise aussi cette envie de venir à une place de relation d'aide vis-à-vis de personnes qui peuvent être encore dans des vulnérabilités ou des difficultés. Donc les professionnels sont eux-mêmes en train d'intégrer dans leur logiciel de travail le fait qu'elles ont un élément de la réponse, mais qu'elles n'ont pas toute la réponse et que la pluridisciplinarité passe aussi aujourd'hui par l'accueil des pères aidants. Ne lâchez rien, allez-y, foncez, parce que vous êtes en train de mettre en place les réponses du futur, les réponses d'avenir, qui vont vous faire prendre même une longueur d'avance dans le secteur social et médico-social par rapport à la qualité des réponses qui sont aujourd'hui à construire pour que chacun bénéficie d'une réponse accompagnée de qualité. Voilà, saisissant et poignant témoignage de
de Soana. Oui. Sylvain Mathieu, peut-être d'abord une réaction sur ce que vous venez d'entendre sur la pérédance. Olivier disait qu'effectivement c'était un sujet qui était dans le plan logement d'abord. Il y a un guide, je crois d'ailleurs. Oui, bonjour à tous d'abord et merci de votre accueil. La DIAL a fait avec la Fédération des acteurs de la solidarité un guide du travail de père aidant. Et c'est vrai, moi je suis assez d'accord avec les éléments conclusifs qui ont été ceux de cette intervention. C'est un marqueur de l'évolution du travail social. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers une ouverture, vers un travail en réseau et un enrichissement de la position du travailleur social. Et de ce point de vue-là, le père aidant, il apporte quelque chose, il apporte un regard, il apporte une écoute supplémentaire. Il ne s'agit pas de faire à la place d'eux. Il s'agit d'enrichir en fait la posture du travailleur social, aussi abandonner le mythe du travail social très indépendant, très cloisonné, et d'avoir au contraire cette attitude ouverte sur des structures aussi qui sont plus ouvertes. Pour moi, c'est un bon indicateur de l'Aller vers. Il était fait référence aux États généraux du travail social. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'idées qui ont été à ce moment-là avancées. La pérédance en faisait partie, l'Aller vers, mais aussi d'une manière plus globale, la question du travail en réseau, du secret partagé et le fait de rentrer beaucoup plus par les besoins des personnes que par les procédures. L'histoire du travail social, c'est aussi une complexification, c'est un empilement des procédures qui aboutit des fois à un retrait du travailleur social et une politique de guichet. Tout le sujet, il est de conserver cet enrichissement parce qu'il y a des réponses aujourd'hui qui sont meilleures qu'hier. Ce que vous nous dites, c'est qu'il faut qu'ils retrouvent les fondamentaux. Là. Et il faut retrouver les fondamentaux du travail social qui est de l'approche de l'Aller vers et de l'accompagnement des personnes. Emmanuel Cos, sur ce sujet de transformation du travail social, de retour aux fondamentaux. Oh là. Non, moi je trouve ça assez formidable l'histoire de la pérédance. Après, vous savez, dans ma vie, il y a longtemps, il y a 25 ans, moi j'ai fait partie d'un mouvement de lutte contre le sida qui disait que c'était les personnes concernées qui étaient acteurs de leur santé. Et on l'oublie tout le temps, et on l'oublie en particulier dans les sujets liés à l'hébergement. On l'oublie parce qu'en fait, les situations sont tellement difficiles qu'on ne prend pas assez le temps de retravailler ça. Et en plus, je suis pas sûre dans les jeunes générations des travailleurs sociaux, ils soient tous ouverts à ça aussi. Parce que pour accepter ça, il faut aussi accepter que la personne qui va bénéficier des dispositifs soit un sujet dans sa globalité et puisse aussi exprimer tout ce qui ne va pas avec ce qu'on fait pour elle. Donc je pense que c'est une très bonne chose si on arrive à ouvrir ça. Après, le vrai sujet, c'est est-ce que demain... quand on mettra par exemple des postes de père aidant dans nos programmes d'accueil des demandeurs d'asile et des migrants en situation d'errance, est-ce qu'ils seront financés ? Bah oui, mais c'est ça le sujet, parce qu'il voilà. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, et vous le savez, dans les sujets de l'hébergement aujourd'hui, notre très grosse difficulté, c'est qu'on a des tas de personnes qui souffrent qui ont besoin de soins psychiatriques avant même d'être mises à l'abri. Enfin, ils ont besoin des deux en fait. Et on a, sur toute cette question-là, on a des très grosses difficultés aujourd'hui. Donc, c'est évidemment, à mon avis, nécessaire. Mais après, sur la refondation du travail social, c'est ce que disait Sylvain Mathieu il y a 2 ans, quand le plan logement d'abord a été lancé. Ce que je disais aussi un peu différemment dans mes anciennes fonctions. Très clairement, il faut qu'on bouge. Il faut qu'on arrête avec cette idée que quand on est aidé par la puissance publique et par le travail social à un moment, on est dans un parcours du combattant. Tout à l'heure, vous avez montré comment vous appelez ça, le parcours de l'escalier, mais qui est une réalité. C'est-à-dire qu'il faut être méritant pour avoir de l'aide. Et il faut absolument qu'on sorte de ça. Et c'est pas du tout une attaque que je fais là au monde du travail social, mais malheureusement, toutes les structures ont un peu à un moment porté ce message-là. Et c'est ça qui aujourd'hui, il faut qu'on arrive à remettre à plat tout cela. Ça vous fait sourire, Julien Damant. Oui.
Non, mais je vais prendre 20 secondes pour vous raconter une toute petite histoire. Allez-y. Il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, j'étais rapporteur général du Grenelle de l'insertion. Il y a eu un Grenelle de l'environnement, on en a fait un, en gros, sur la pauvreté. En quoi ça consiste, ce genre de truc? C'est à chaque semaine avoir une réunion avec 25-30 personnes très différentes, du MEDEF à la CGT, en passant par des pères aidants, tout ce que vous voudrez, des gens un peu dans la mouise. On avait un petit groupe de travail constitué, à côté de tout ça, de gens qui étaient les destinataires de ces politiques. Et je me rappelle toujours d'un jour, ils m'ont dit « Ah, Julien, on n'a rien compris aujourd'hui. » Je leur dis « Ah bah oui, mais vous savez, personne n'a rien compris, on a juste fait les malins pour dire que tout le cycle, on le maîtrisait. » Ils m'ont dit « Ouais, mais nous, on a une idée, on aimerait bien la proposer. » Je dis « C'est quoi ?» Ils m'ont dit ah, bah, « On passe notre temps à être évalués par les travailleurs sociaux. » Ils m'ont dit « On aimerait bien les évaluer. » Et moi, j'ai trouvé ça génial, parce que je trouve que c'est ça, une incarnation de ce que l'on a dit là, et de ce qui est répété depuis des années, qui est de dire qu'il faut mettre la personne au centre, et il faut que le travail social puisse être, et c'est là que les chaussures vont commencer à pleuvoir, évalué quant à sa productivité, son efficacité. Je vois les visages qui se tendent. Les tomates arrivent. Oui, je pense. Vous savez, c'était le président Bush qui avait reçu une chaussure. Donc voilà, c'est ma chaussure souhaitée. Je pense que le mot-clé du travail social, moi, c'est la productivité. Bien. Le logement d'abord, Sylvain Mathieu. Alors, je vais vous demander un exercice difficile pour qu'on engage ensuite le débat avec tout le monde. Un résumé peut-être de votre perception de l'acte 1 du logement d'abord. D'abord, il faut être honnête et rappeler que le logement d'abord, même s'il a été lancé à travers le plan quinquennal de septembre 2017, il n'est pas complètement né dans le concept là. D'abord, il y a à ma droite 2 personnes qui n'aimeraient pas beaucoup que je tienne ce genre de propos, parce qu'ils ont contribué eux-mêmes aussi à l'émergence de ce dispositif. Mais ce qui est vraiment intéressant dans ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a des objectifs qui sont clairs, et il y a des principes qui irriguent maintenant de façon extrêmement forte l'ensemble des actions sur ce champ. Donc l'avant-après. Les objectifs, c'est par exemple les objectifs de 40 000 places en intermédiation locative, c'est 200 000 PLAI sur la mandature, c'est 10 000 places en pension de famille. J'en profite pour rappeler que Emmanuelle Cos avait déjà fixé 7 500 lorsqu'elle était ministre. Mais on est en train de les faire aussi pour ce qui nous concerne. Mais j'étais aussi délégué interministériel quand Emmanuelle Cos. Je prends ma part, moi, tout va bien. Donc, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a ces objectifs-là et que sur l'ensemble des indicateurs du logement d'abord, ça se passe bien. Après, on est d'accord, et je le dis tout de suite, c'est pas assez. Il y a des situations extrêmement indignes, il y a des situations de rue, il y a des personnes qui sont sans abri, il y a des familles avec enfants qui se retrouvent dans des postures extrêmement compliquées et qui sont même indignes. Mais on a vraiment des progressions. On n'a jamais fait autant de places d'intermédiation locative. On n'a jamais autant fait de places de pension de famille. On a atteint des niveaux extrêmement importants en PLAI. Et même, j'espère que cette année, on va battre un record. Les PLAI adaptés, on a doublé, etc., etc. Et puis, il y a un élément plus qualitatif, moi, qui m'intéresse beaucoup, c'est que la question du logement d'abord, notre rencontre, elle est un bon exemple. Elle irrigue l'ensemble des réflexions sur les questions d'accès au logement et de l'hébergement. Les circulaires, les textes font référence au logement d'abord. Il y a une appropriation. Et les structures elles-mêmes commencent à penser leur évolution dans ce cadre-là, avec une diversification de leurs réponses, avec une pensée autour de l'accompagnement. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de particulièrement intéressant. Après, c'est vrai, mais on y reviendra. S'il y a un acte 2 du logement d'abord, c'est qu'on a repéré quelques sujets sur lesquels il faut continuer à travailler. Juste avant de voir ce qui ne va pas, d'abord, Emmanuelle Cos, qu'est-ce qui a positivement transformé cet acte 1, justement, pour vous ? Non, mais déjà, ce qui était intéressant, moi, je vous mets à l'aise. Autant j'ai beaucoup de critiques avec des politiques actuelles, autant je n'en ai pas sur celle qui a été lancée sur le plan logement d'abord, qui a été lancée en septembre 2017, qui aurait pu l'être avant si on avait pu le faire pour d'autres raisons. Mais c'était très important qu'à un moment, l'État marque, parce que les plans, c'est
C'est évidemment de l'argent, des objectifs, des mobilisations dans les territoires, mais c'est aussi Une acter volonté. quelque chose, et qui est qu'on ne peut plus estimer qu'on va prendre en charge la très grande précarité par nos histoires de l'hébergement vers le logement. Donc c'est quand même une inversion de la logique, et l'idée était quand même de l'asseoir dans une stratégie nationale, après les expérimentations qui avaient été menées sur plusieurs années, qui avaient rendu des résultats extrêmement positifs. Donc de ce point de vue-là, c'est très important. Et moi, je suis ravie de voir que par ailleurs, ça a créé d'initiatives, ça a créé des mobilisations. Quand même, le nombre de territoires qui ont répondu à l'AMI il y a 2 ans, sincèrement, c'était pas gagné que ces territoires-là, il y en avait certains. Autant ici à Metz, on est sur une métropole qui est très mobilisée depuis longtemps, avec des élus qui sont vraiment chevronnés sur le sujet. Autant il y a d'autres territoires de l'AMI, je peux me permettre, qui est franchement... Vous y croyez pas? Non, c'est qu'avant l'AMI, ils avaient jamais assumé le fait de travailler sur les publics les plus précaires. Donc il s'est passé des choses très intéressantes. La difficulté, me semble-t-il, aujourd'hui, non pas pour le plan logement d'abord, mais pour la politique plus globale de l'accueil et de l'hébergement, c'est que on a une situation de crise très forte, et qui n'est pas liée au plan logement d'abord. Mais il faut aussi donner des réponses à des situations très fortes de crise, parce que tous les dispositifs, quels qu'ils soient, sont tous embolisés, parce qu'on a un afflux de difficultés multiples, et on est embolisé dans l'accueil, dans l'hébergement, mais aussi dans le logement social. Les taux de rotation n'ont jamais été aussi mauvais qu'actuellement, alors qu'on construit, alors que ceci. Mais parce qu'on a une situation générale de l'accès au logement qui est difficile, avec des tas de choses. Et c'est ça qui est compliqué, me semble-t-il, c'est que ce n'est pas le plan logement d'abord tout seul qui va répondre à tout ça. Le plan logement d'abord, il essaie d'inverser la prise en charge des publics les plus démunis. Et moi, je pense que c'est plus intéressant, c'est très intéressant de ce qui s'y passe. Mais on a des... Voilà, il se trouve que ce matin, il y avait encore un campement, enfin, je dis ça devant Sylvain, on en a fait tellement ensemble. Mais voilà, il y a actuellement, dans les métropoles françaises, beaucoup de gens à la rue. Et si on regarde le budget national, si on regarde la mobilisation de tout Et le pourtant, on monde... le disait tout à l'heure, les moyens, ils sont là. Enfin, il y a de l'argent quand même derrière. Pour ça. Les moyens sont là, mais les gens sont quand même les gens sont aussi à la rue. Alors pourquoi Mais parce qu'il n'y a pas assez. Mais il n'y a pas assez d'argent. Non, il n'y a pas assez de choses qui sont faites. On met de l'argent en face de place. Sauf qu'à un moment, si vous avez des gens à la rue, c'est bien quelque part, ils n'ont pas d'endroit pour se loger. Donc il faut aller chercher du bâtiment. Et c'est vrai que c'est une stratégie très nouvelle pour l'État, et l'État l'a fait beaucoup un moment, moins un autre. Il faut aller constamment chercher du bâtiment en fait, je pense qu'il faut qu'on arrive à, si je peux me permettre, ce qui serait bien qu'on arrive collectivement à imposer comme idée, c'est qu'on ne peut plus accepter d'avoir des gens à la rue. Vous allez trouver que c'est extrêmement simpliste ma formule. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on on s'accommode tous, on fait beaucoup de choses et on s'accommode tous qu'on n'arrive pas à aller au bout. Et c'est un débat que j'ai avec Sylvain, justement, parce qu'on réfléchissait à comment faire mieux. Il y a d'autres États européens qui n'ont pas tant de gens que ça à la rue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de précaires, mais ils en ont moins à la rue. Donc la question, c'est est-ce qu'on est capable de concevoir dans les années qui viennent des politiques de mise à l'abri. Donc le terme n'est pas suffisant. La mise à l'abri, c'est juste les extraire de la rue pour déjà les mettre dans des cadres qui évitent tous les drames de la rue, parce que vous le savez, les associations le disent. D'ailleurs, les personnes qui sortent de la rue le disent aussi, c'est que chaque jour passé à la rue est en fait une dégringolade extrêmement rapide. Mais donc aujourd'hui, on manque de bâti. On a un État qui est mobilisé, peut-être pas totalement. Et puis après, on a la grande difficulté d'aujourd'hui, c'est comment on sort les publics qui sont pris en charge de là où ils sont pour évoluer. Vers un logement. Et aujourd'hui, on a malheureusement trop de personnes qui sont bloquées au stade de l'hébergement et qui n'iront pas ailleurs. Et c'est là où le travail social, me semble-t-il, est essentiel. Sylvain Mathieu, et puis après Julien Damon et Nicolas. Juste 2 éléments. Le premier, sur la question des moyens. C'est vrai qu'il en faut toujours. Mais on est passé en 2012 d'1,2 milliard sur le programme hébergement à, sur le même périmètre, 2,2 milliards qui est prévu pour 2020. Et puis, on va encore rajouter 100 millions. Donc, il y a un sujet de moyens, bien sûr, mais il y a un sujet d'orientation des moyens et il y a un sujet de bonne utilisation des moyens. Sur les questions d'accompagnement, entre le FSL, le Fonds de Solidarité Logement, la VDL, l'intervention des bailleurs sociaux, des CCAS, des communes, de la CAF, etc.,
on a des centaines de millions d'euros qui sont consacrés à l'accompagnement. Sincèrement, il y a un problème d'organisation même de cette articulation, d'une articulation de l'accompagnement social. Donc, il faut réfléchir aussi à la manière dont ça fonctionne. Moi, je pense aussi qu'il y a un problème d'évaluation générale et d'introduction de la performance sociale sur la manière dont les personnes sont hébergées, sont logées et la façon dont se réalise l'accompagnement social. Ce que disait Julien Damon. En tout cas, c'est une partie de l'acte 2 du logement d'abord. Je ne suis pas aussi extrémiste que je veux dire, mais bon. Oui, évidemment. Voilà. Oui. Mais bon, maintenant, c'est la pierre. Je suis plus nuancé quand même sur le cas. J'imagine. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'on a des marges de progrès là-dessus. Et deuxième point, très rapide, il y a un sujet nouveau depuis 2015, c'est la crise migratoire. On y revient après la crise. Et ça, on y revient fondamentalement, ça a énormément modifié la perception. C'est clair. Nicolas Isdoli voulait réagir sur ce que disait Emmanuel Cos tout à l'heure. Oui. Bonsoir. Je voulais remercier Monsieur le délégué interministériel, Monsieur le préfet, les services de l'État, les services de la métropole, également nos partenaires et associations avec qui nous travaillons, et enfin l'ensemble des salariés de Batigère et d'Amely. La réaction que je peux avoir, c'est tout d'abord de dire on ne détient pas individuellement la solution et la vérité. Et très tôt, donc notre façon de raisonner a été de dire il faut allier les compétences, il faut aller chercher des partenariats. Et on a, dans cet esprit, fait en sorte que Batigère, le bailleur social, et Amely, l'association qui porte les services d'accompagnement social, les services d'ingénierie, etc., puissent mieux travailler ensemble. Et c'est là que nous avons créé ce couple Amely Présence Habitat, qui est un bailleur social spécialisé dans le domaine du logement accompagné, de l'hébergement. Et on a l'ambition de faire la même chose avec Emmanuel sur Coalia Habitat et Batigère. Donc notre idée, c'est de dire il faut mobiliser l'ensemble des intelligences, des compétences, des moyens. Et comme vous le disiez, on consacre beaucoup de moyens, mais souvent il y a de la déperdition parce que chacun travaille un peu dans son coin, à sa manière, et on n'a pas la volonté ou simplement l'intelligence de dire il faut qu'à un moment on se mette autour de la table. Et c'est pour ça que je vous remercie d'être là aujourd'hui et de participer à nos travaux, parce que c'est en se parlant et en ayant la volonté d'aboutir sur des dispositifs, en les décloisonnant. Alors les dispositifs financiers, les dispositifs de financement, les dispositifs d'intelligence des professionnels, etc. Chaque professionnel a sa compétence et il faut l'additionner pour qu'on puisse répondre à une personne qui est multiple. Une personne, elle n'a pas un seul besoin, elle en a des dizaines dans la journée. Et donc, il faut que les gens qui les entourent soient capables de se parler, de mettre ensemble ces compétences et de les mutualiser de façon à être plus efficace. Très bien. Julien Damon, juste, je voulais que vous réagissiez à ce que disait Emmanuel Cos sur le fait qu'il y a certains pays, effectivement, où il y a peu de gens à la rue. Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus? Est-ce qu'ils se sont fixés d'autres objectifs chiffrés? Ils ont des statistiques plus pertinentes? Je sais pas, dites-nous, pourquoi? Au-delà des statistiques, où la France qui caracole avec un INSEE de qualité, en réalité, sur ces affaires de sans-abri, on n'est pas du tout les meilleurs statistiquement. C'est assez secondaire. Mais ça compte aussi, car si on veut se donner un objectif auquel j'adhère pleinement, qui est de dire il ne faut pas qu'il y ait de personnes à la rue, et il faut chaque année voir si on évolue vers cet objectif. Donc il faut un appareil statistique qui est en train de s'améliorer, mais il en faut un plus performant. Sur les autres pays dans l'Union européenne, on a beau claironner pays des droits de l'homme et dépenser des sommes substantielles en la matière, ce qui ne veut pas dire qu'elles soient suffisantes ou trop élevées. Elles sont importantes, c'est un fait. On n'est vraiment pas les meilleurs. Alors certains pays se sont fixés des objectifs très ambitieux et des politiques sous le drapeau du logement d'abord, remettant complètement en question leur système d'hébergement. C'est la Finlande, et ces temps-ci, tout le monde plaide pour Helsinki, puisqu'il n'aurait presque plus de personnes à la rue. Pour les autres pays qui nous ressemblent plus et qui sont limitrophes,
ou pour le Royaume-Uni avec juste la Manche, il y a une grande différence. C'est ça sur ce quoi vous voulez m'amener, c'est que ce sont des politiques décentralisées. Alors je mets la Belgique de côté. C'est votre cheval de bataille. Ouais, enfin, j'en ai plein des chevaux de bataille. Oui. Mais celui-ci, oui. celui-ci, alors après... Mais en quoi une gestion décentralisée des sans-abri, ça amène plus d'efficacité? Je pense, par rapport au système français, au système français, on a quand même un jeu superbe du c'est pas moi, c'est ma sœur, très valable à Paris, mais qu'on peut trouver peut-être dans d'autres villes, certainement pas à Metz, mais où vous avez sur ce dossier les élus qui vont dire ah c'est l'État qui va dire finalement on peut rien faire avec la mairie, et de fait surtout nos concitoyens ils savent pas qui engueuler sur ce dossier. C'est pour ça que les élus veulent pas le prendre en charge, parce qu'ils ont peur de se faire engueuler. Oui, alors les élus, il y a plein de dossiers comme ça, même l'accueil de la petite enfance, ils n'en voudraient pas si on faisait une compétence obligatoire, ce serait aussi un beau sujet. Mais sur l'affaire des sans-abri, je pense que le fond du dossier pour plaider vers la décentralisation à long terme, il faudrait que l'État, les villes, tout ceci fonctionne très bien, mais c'est que ce soit de la responsabilité entière des équipes municipales qui s'engagent à dire voilà, on va aller vers la résolution au maximum des problèmes des gens qui sont chez nous ou qui arrivent chez nous, et les équipes municipales seraient évaluées là-dessus au moment des élections, ce qui n'est pas du tout le cas, absolument pas le cas aujourd'hui. C'est un élément. Après, je pense qu'en termes d'efficacité, vous me parliez sur la comparaison européenne, au Royaume-Uni, c'est facile, c'est même pas les villes qui sont responsables, ce sont ce qu'on baptiserait, enfin je pense à Londres, ce sont les arrondissements. Il faut avoir à l'esprit qu'à Madrid, il n'y a pas un sou ni de l'État national, ni de la région. C'est la ville toute seule. Pour Rome, c'est la même chose. Voilà, on est toujours sur la France, sur ce dossier, à dire voilà, on fait plein de trucs. On dépense beaucoup, c'est vrai, mais le fait est qu'il n'y a pas dans ces autres pays des campements aussi impressionnants que ceux que nous vivons dans la région parisienne et qu'on a vécu, je l'avais lu, ça a été évoqué tout à l'heure, à Metz il y a 2 ans. Vous dites, je vous cite, cette gestion décentralisée permettrait de dégripper le lien étroit qui s'est créé entre l'État et le secteur associatif, car à trop dépendre exclusivement des financements étatiques, les assos n'en tiennent plus leur rôle protestataire. Ah oui. Bon, ça c'est un autre dossier, j'y vais vite. Non, moi, je pense qu'il faut nationaliser les associations. Voilà, non, mais ça veut dire, Emmanuel Cos, qu'aujourd'hui vous êtes trop sage dans les structures, chez les bailleurs, vous êtes pas assez vindicatif vis-à-vis de l'État? Moi, plutôt plus que les autres. Oui, enfin, je ne dis pas vous personnellement, je globalise. Non, je ne suis pas expert de sagesse. Je vais vous donner... il se trouve qu'actuellement, on est plusieurs structures. Là, je parle au nom de Coalia Habitat et d'autres structures. C'est vrai que le fait que, par exemple, les questions d'hébergement soient des décisions de l'État et donc après des préfets, fait qu'on a une relation unique avec les préfets, qu'on attend toujours que les préfets nous disent « je vais vous ouvrir 50 places pour qu'on les fasse ». Ou souvent, on ne va pas les ouvrir avant. Sincèrement, aujourd'hui, et c'est une réflexion qu'on a avec Coalia Habitat, parce que quand vous voyez que sur les 3000 personnes qui apportent de la Chapelle, on a 20%, non pas de demandeurs d'asile, mais de réfugiés statutaires. Donc des gens dont la France a donné un statut, les a reconnus comme devant bénéficier de la protection de la France. Et on n'arrive pas, ils ne sont pas logés. À un moment, on est en train de se dire, est-ce qu'il ne faut pas qu'on arrive à mobiliser des fonds que je ne sais pas où ils sont aujourd'hui, mais qu'on peut aller chercher, pour avoir une capacité à agir, y compris avec aujourd'hui les procédés productifs, constructifs, qui sont par exemple d'avoir du modulaire, ou sur des fonciers viabilisés, organisés, on puisse mettre à l'abri des publics qui, par ailleurs, sont dans nos files actives de bénéficiaires, sans attendre que l'État nous donne l'autorisation de faire 1000 places. Cette réflexion qu'on a plusieurs, qui est juste une réflexion actuelle parce qu'on se sent en impuissance, c'est pas par rapport à une défiance de l'État. Il y a des relations très compliquées entre les associations et l'État, mais objectivement, c'est pas sur l'hébergement qu'il y a le plus de difficultés. C'est simplement parce que ça ne fonctionne pas. Et qu'il y a un moment, en effet, le secteur associatif en a ras-le-bol que ça ne marche pas. Alors, on a une situation particulière qui est liée, en effet, à l'arrivée des migrants, à la crise migratoire depuis 2015, mais on n'a pas que ça. La situation des personnes à la rue n'est pas la même que celle d'il y a 15 ans. Quand le SAMU social a été créé en France, on n'était pas du tout sur le même public qu'aujourd'hui. Le poids des familles dans notre file active n'a rien à voir, donc ce n'est pas les mêmes lieux dont on a besoin pour les prendre en charge. Et par ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut qu'on s'invente autrement. Après, sur la décentralisation, oui, j'en dis quand même un mot. Moi, je suis plutôt pour décentraliser les politiques du logement.
je n'ai pas totalement abouti ma réflexion personnelle sur le sujet. Ce que je vois quand même, c'est qu'à l'occasion de l'AMI Logement d'abord, il y a des collectivités qui sont en train de se dire qu'elles aimeraient bien être en charge des politiques comme elles l'ont été sur les délégations d'aide à la pierre du logement social. C'est extrêmement intéressant. La seule difficulté, et c'est pour ça aussi que je pense que les associations sur l'hébergement sont un peu craintives. C'est que l'État abandonne, quoi. C'est pas tant que l'État abandonne. C'est que aujourd'hui, on a besoin que quelqu'un garantisse l'intérêt général, l'égalité républicaine. Et je suis désolée de le dire, mais tous les territoires ne le garantissent pas. On a des territoires qui sont contre l'inconditionnalité de l'accueil. On a des territoires qui déjà ne respectent pas la loi SRU. Donc moi, y compris quand j'étais ministre, je ne vous cache pas que des territoires qui ne sont pas capables de respecter la loi SRU sur la production de logements sociaux, je ne leur fais pas confiance à demain s'occuper de l'hébergement. C'est ça ma difficulté. De même qu'il y a des départements, et vous le savez très bien, qui ont eu des politiques sur les jeunes sortant de l'ASE ou sur les femmes avec enfants de moins de 3 ans absolument contraires à la loi. Et donc, aussi une de nos difficultés, par exemple par rapport à un territoire comme l'Allemagne, c'est qu'il y a d'autres pays où les territoires respectent la loi et leur code sur les prises en charge des publics. Et ce n'est pas tout à fait le cas dans notre pays. Et on parlait d'efficacité, mais il y a aussi un problème d'efficacité par l'État d'imposer ses politiques à tous ces territoires. Sylvain Mathieu, avec Logement d'abord, vous avez peut-être ouvert une porte, comme dit Emmanuel Cos, vers des collectivités qui aujourd'hui ont peut-être envie de prendre la main, d'être chef de file. Sur la décentralisation de l'hébergement, pour y venir et pour répondre à votre question, c'est vrai que ce n'est pas à l'ordre du jour. Hein, donc, vous emballez pas. Voilà. Et ensuite, moi, je suis vraiment d'accord, pour le coup, sur le sujet de la question de la maturité de la décentralisation et de l'organisation territoriale. Intellectuellement, c'est très intéressant d'avoir cette approche de proximité par rapport à l'hébergement. Mais il faut aussi que le cadre national, la solidarité nationale, elle puisse être respectée, que l'État ait les moyens de la faire respecter. Et ça, c'est quand même compliqué. On n'a pas une organisation à l'allemande qui fonctionne comme ça. Deuxième chose, il faut trouver le bon niveau territorial. Commune, métropole, EPCI, il y a un vrai sujet là-dessus. Et en particulier, je pense que compte tenu des solidarités spatiales, la question de l'hébergement, sans doute les métropoles, c'est le bon échelon pour y penser, mais ça veut dire aussi penser le logement au niveau de la métropole. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui sont engagées dans une réflexion autour des compétences. Mais bon, c'est pas à l'ordre du jour et voilà. Donc, en tous les cas, moi, sur les questions d'approche de territoire, votre question, elle est réelle. C'est-à-dire, à travers l'appel à manifestation d'intérêt, c'est bien ça qu'on a visé. On a dit, au final, quand même, souvent, lorsque ça ne se passe pas bien sur un territoire, les citoyens, ils vont voir le maire, la maire, et lui demandent des comptes, même s'ils ne sont pas compétents. Parce qu'on pense toujours qu'ils peuvent faire quelque chose. Donc, l'idée, à travers cet appel à manifestation d'intérêt, c'était de s'appuyer sur les territoires qui voulaient faire quelque chose, mais bien en lien avec l'État. L'État, ça a été des projets communs qui ont été portés en commun, qui ont été construits collectivement. Et ça, c'est extrêmement important dans le cadre du logement d'abord. Je voudrais aussi revenir sur le « ça ne fonctionne pas ». Ça fonctionne quand même un peu, l'hébergement. C'est-à-dire que l'hébergement est l'accès au logement, heureusement. C'est sûr qu'on fait face à des situations de crise et des situations indignes, j'y reviens pas. Mais l'année dernière, on a quand même sorti au moins 70 000 personnes de la rue ou de l'hébergement vers le logement. Ça, c'est un chiffre qu'on n'a jamais atteint historiquement. Donc, il y a des choses qui se passent, mais c'est vrai qu'on fait face à un environnement compliqué. Julien Damant, ce matin, vous avez ouvert une porte dans votre intervention cet après-midi en disant que peut-être faudrait-il réorienter la politique du logement social en faveur de ceux pour lesquels elle n'a pas été créée. C'est-à-dire qu'elle l'a été pour des gens qui étaient plutôt, qui avaient plutôt un salaire proche du SMIC. Vous avez un micro. Aujourd'hui, il faudrait la réorienter vers qui et comment ? Mais je ne sais pas s'il faut la réorienter. Dans le langage plus technique, on dirait la résidualiser, c'est-à-dire la concentrer sur les plus démunis. Je pense que c'est la question qui est posée et qui n'est jamais tranchée. En français plus clair, le logement social, pour une grande partie, notamment du côté des ESH, il a plutôt fonctionné sur une logique assurantielle, sécurité sociale, avec une cotisation, qui était une contribution. Vous n'ouvriez pas le droit systématique à un logement, mais le 1% logement était fait pour les gens qui cotisaient.
Voilà. C'est assez simple, assez net. Et même si le 1% logement est devenu 0,45, enfin, tous les trucs que vous connaissez, que certains d'entre nous connaissent par cœur ici, on a baissé les plafonds de ressources afin d'en exclure une partie de la classe moyenne supérieure. Voilà. Il faut peut-être aller jusqu'au bout de cette logique. Je ne sais pas ce qu'est la meilleure des solutions. Je pense que c'est un des points à trancher. Bon, si je me permets, j'ai un petit truc rigolo à raconter. Généralement, ça met bien l'ambiance là par rapport aux sujets que vous avez évoqués, qui sont ceux du fait que à la sortie de l'hébergement aujourd'hui c'est bouché, mais à la sortie du logement social c'est bouché. C'est quand même ça le constat que vous avez fait. C'est un truc très bien. Généralement, dans ce genre de contexte, ça marche bien. Et vous savez que dans une secte, le problème d'une secte, c'est qu'il est très facile d'y entrer. Il y a même du aller vers, on va vous chercher, hein, mais qu'il est difficile d'en sortir. Dans la franc-maçonnerie, genre c'est ambiance quand on dit ça, donc dans la franc-maçonnerie, il paraît qu'il est difficile d'y entrer, mais si vous êtes franc-maçon, si vous êtes maçon, vous en sortez quand vous voulez. Et bien, le problème du secteur de l'hébergement et le problème du secteur du logement social, c'est la double peine. Vous êtes à la fois une secte, il est difficile de sortir, et vous êtes à la fois la franc-maçonnerie, parce qu'il est difficile d'y entrer. Voilà. Ça marche bien, parce que c'est mémotechnique, ça. Vous n'êtes pas emmêlé les pinceaux, c'est bien, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on pourrait aborder encore beaucoup de sujets. Je voudrais qu'on parle des migrants, on en a un peu parlé là, mais bon, il y a ce camp ce matin qui a été évacué à Paris. Dans les régions, les problématiques, quelles sont-elles, Emmanuel Cos, sur les dispositifs d'hébergement qui sont proposés pour les migrants? Alors déjà, je vais me permettre de juste dire 2-3 choses sur le logement social, à moins que Nicolas veuille le faire. Mais moi, je pense que notre chance quand même en France, c'est qu'on se bat. En tout cas, on a un certain nombre à se battre pour avoir une politique du logement social dite universaliste, même si elle n'est pas universaliste puisque tout le monde n'y rentre pas, mais de ne pas penser que le logement social, c'est le logement de ceux qui n'ont absolument rien. Je pense qu'autant le logement social doit améliorer sa prise en charge des publics les plus précaires, sur lesquels, objectivement, on peut faire beaucoup mieux. Mais c'est extrêmement important qu'on ait aujourd'hui une offre pour, en effet, le salarié ou qui a un revenu autour du SMIC et un peu plus. Hein, parce que quand vous êtes dans le PLS, je le rappelle, dans le PLS, une personne seule à Paris, elle peut gagner jusqu'à quasiment 5 000 € par mois. Donc, on est plus que dans les classes moyennes sur le PLS. Il faut faire gaffe aux effets de seuil. Mais aujourd'hui, le logement social, heureusement que dans notre pays, on a 5 millions de logements, et donc pas 4,2, 5 millions de logements abordables. Les comptes du logement. Oui, mais les comptes du logement, malheureusement, ne sont pas toujours exacts. Non, mais c'est dans le débat sur le surenchérissement de la vie et les enjeux de métropolisation, mais aussi de conditions de vie, malgré pas mal de sujets qui se posent à nous en termes de difficultés locales. On a vu avec les Gilets jaunes, on a une chance, c'est qu'on a quand même ce patrimoine social du logement abordable. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire mieux sur les publics particuliers. Sur les migrants, Sylvain Mathieu l'a dit, à partir de 2015, on a connu une arrivée massive de réfugiés, mais qui n'était pas non plus nouvelle, puisque je rappelle que Calais et avant Sangatte, c'est quand même... dans des proportions moindres, existait depuis plus de 10 ans. Il s'est passé quand même une chose en 2016, c'est qu'on a créé, fin 2015, début 2016, on a créé les centres d'accueil et d'orientation quand même. In fine, on avait créé, je crois, dans mon souvenir, plus de 12 000 places, puisqu'on a quand même, je le rappelle, démantelé Calais et mis à l'abri en 3 jours plus de 8 000 personnes. Donc on sait faire. Moi, c'est ça que ça m'a appris, cette expérience-là, c'est qu'on a su faire... avec les préfets et avec des réunions hebdomadaires, on a su créer plus de 12 000 places d'hébergement pour les migrants en moins de 6 mois. Payées, financées dans des bâtis, dans des choses correctes. Et donc, croyez pas que c'est juste une posture politique quand aujourd'hui des élus, quelles que soient les métropoles, demandent à avoir une politique de l'accueil qui soit beaucoup plus stable. C'est parce qu'aujourd'hui, si on a des campements, c'est qu'objectivement, on a perdu le fil de cette histoire. Et aujourd'hui, il faut qu'on construise une solution. Après, moi, je ne connais pas les positions actuelles du gouvernement sur le sujet. Je connaissais celle du gouvernement auquel j'appartenais qui m'avait demandé de faire ce travail avec les préfets et on a pu le faire. Et je pense que si demain il est redemandé aux préfets de se mobiliser, ils le feront. Après, on a des enjeux. On a des enjeux, en effet, de maîtrise de l'immigration. Je veux dire, ça, c'est un autre débat. Mais la question, c'est qu'en tout cas, quand on est... c'est un débat qui amène à des politiques publiques. Mais en tout cas, quand les gens sont dans nos territoires, on ne peut pas simplement constater qu'il faut les nourrir.
et c'est ça la difficulté actuellement, c'est qu'il y a des métropoles qui sont dépassées par des publics qu'elles ne connaissent pas. Il faut aussi dire les choses. On a des histoires avec des mineurs isolés. On a par exemple à Paris, on a des jeunes qui viennent notamment du Maroc, donc qui est un public très particulier, qu'on ne sait pas bien prendre en charge. Il y a d'autres endroits où on a des enjeux liés à la prostitution. On a aussi des enjeux qui sont liés simplement à l'errance entre différents pays d'Europe, parce qu'on a des gens qui ont fait un parcours migratoire très compliqué. Mais on ne peut pas non plus ne pas agir, parce que de toute façon, ce qu'est notre pays, notre responsabilité, nous oblige à le faire. Simplement, il faut que maintenant, on arrive à trouver des solutions qui ne soient pas simplement juste quelques charités en distribuant quelques repas. Ouais, en les mettant dans un gymnase. Nicolas Zitoli, je voudrais on change complètement de sujet, je suis désolé, mais comme je voudrais quand même qu'on aborde un peu tout. Sur le sujet qui est aussi d'actualité, sur les femmes victimes de violences, évidemment, la réponse, elle n'est pas que en termes d'hébergement, loin de là, mais sur l'hébergement, quelle réponse aujourd'hui on peut apporter? Qu'est-ce que vous, par exemple, chez Amli, vous apportez comme réponse? Vous avez un centre dans l'Île-de-France, je crois. Oui, on est en train d'en ouvrir 2, à Choisy-le-Roi et dans le 13e arrondissement. Je vais revenir juste 2 secondes un petit peu en arrière en disant que le problème de la violence conjugale, évidemment, c'est pas que l'hébergement, mais c'est beaucoup la possibilité d'accueillir ces femmes en rupture avec leurs enfants, pour certaines, en rupture d'abri ou de logement, parce que souvent elles sont obligées de s'enfuir parce qu'elles sont sous le coup de la violence du conjoint. Et donc il y a ce premier aspect qui est important et qui doit être traité par les moyens que l'on connaît, qui nous permettent de créer des résidences par le bailleur social, et on connaît les financements. Le deuxième point, c'est l'accès au droit. Mais on revient à un sujet un peu plus général, c'est que une fois qu'elles sont mises à l'abri, il faut les accompagner vers une autre solution, pour trouver une solution, pour les stabiliser et surtout accéder à l'ensemble des services qui vont devoir s'occuper de ces personnes, parce que vous avez à la fois la justice, à la fois les avocats, à la fois les associations, mobiliser la CAF, les aides multiples et variées, etc. Pouvoir faire en sorte également que les enfants puissent être scolarisés, pris en charge, etc. Et imaginez ces personnes qui, pour la plupart, sont à un moment en état de faiblesse et déstabilisées. Eh bien, il faut qu'à un moment, on puisse les accompagner, mais de façon efficace, et pouvoir mobiliser tout l'environnement et l'ensemble des services qui doivent traiter ces questions. Et là encore, on voit que certains services, la police, la justice, travaillent en silo en disant « moi je fais ça, mais après c'est plus de ma compétence, et donc qui c'est qui s'en occupe et comment on va faire pour mobiliser, mettre en œuvre ». Donc il y a cette double responsabilité, et le fait que l'on puisse, dans le cas de notre organisation, c'est à la fois traiter l'hébergement mais également l'accompagnement, ça permet de prendre en charge globalement ces personnes. Ça veut dire qu'il y a de la formation en interne à faire chez les bailleurs sociaux, Manuel Cos, pour jouer un rôle d'alerte aussi et de conseil? Alors en tout cas, là je parle au nom de l'Union sociale pour l'habitat, puisque je suis membre du comité exécutif. C'est en tout cas ce qu'a voulu faire l'USH dans le cadre du Grenelle et des réunions qu'il y a eu en septembre. Beaucoup de choses sont faites aujourd'hui par les bailleurs sociaux, mais d'une part, beaucoup d'organismes et des différentes structures ne connaissent même pas ce qui est fait. Donc il faut absolument qu'on diffuse cela. Et ensuite, en effet, chez les bailleurs sociaux et toutes les structures avoisinantes, il y a beaucoup de personnel de proximité. Aujourd'hui, c'est les responsables en agence, quand elles rencontrent les gens qui viennent payer leur loyer, c'est les gardiens, c'est les intervenants dans les bâtiments qui parfois vont être les premiers au courant d'une situation et qui doivent en tout cas savoir quoi faire et pas être complètement diminués face à cela, parce qu'en effet, le sujet, et on a des faits divers qui nous le rappellent, mais surtout, c'est les femmes victimes de violences qui en témoignent, parce qu'on parlait des pères aidants tout à l'heure, mais c'est dans ce
domaine-là très important, c'est souvent des questions de survie où des femmes ont décidé en 10 minutes si elles allaient tout quitter ou pas. Et donc c'est vrai que là, on est vraiment sur des sujets de mise à l'abri, de sécurisation, mais aussi, si on arrive déjà à fermer quand même, je ne sais plus combien il y a de salariés dans le secteur du logement social, mais c'est plus de 100 000 dans mon souvenir, ou même beaucoup plus. On a des capacités à faire. Et d'ailleurs, je vous le dis, pour si certains sont intéressés, il y a une journée professionnelle de l'USH sur ça en décembre, avec l'idée justement d'aller plus loin suite au Grenelle. Et notamment, un des enjeux, c'est qu'on fasse plus de liens entre les associations de femmes et les fédérations comme la FNSF, la Fédération nationale, et les territoires et les bailleurs, parce qu'on s'est quand même rendu compte qu'en fait, localement, tout le monde se débrouille et bidouille des choses qui fonctionnent, mais qu'on n'est pas non plus totalement efficace et qu'il faut que tous ces secteurs-là se parlent beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Sylvain Mathieu, donc le Premier ministre a annoncé, je crois, après le Grenelle, 250 logements d'hébergement d'urgence, c'est ça? 750 en hébergement 250 et 750 000, un programme de 1000 places en fait. Et vous savez comment on va vous dire, mais après l'hébergement temporaire, on fait quoi? D'abord, dans les 750, il y a ce qu'on appelle de la LT1, c'est-à-dire qu'il s'agit de places de logement en tant que tel. D'accord. Donc l'idée, c'est aussi de travailler là-dessus. Mais c'est clair qu'il faut trouver très rapidement, d'ailleurs dans une optique aussi logement d'abord, il faut travailler à ce que les personnes elles sortent très vite de l'hébergement. Leur place, la motivation pour venir dans l'hébergement, c'est une réponse en urgence. Il faut que ça reste une réponse en urgence. Il ne faut pas qu'elle s'installe. Donc la question de l'aller vers le logement, elle est essentielle. Sachant que ce sont des gens qui ont ces femmes ont des profils sociaux très différents les unes des autres. Elles ne sont pas forcément déficit social systématiquement. Absolument. On le sait tous. Il n'y a pas de, toutes les catégories. Il n'y a pas de profil type. Des personnes, des femmes victimes de violences. Donc il est clair qu'il faut adapter la réponse comme d'habitude et souvent la réponse elle n'est pas d'un déficit social mais beaucoup plus de celui de trouver une autre localisation et un autre logement pour que la personne puisse vivre tranquille et correctement et reconstruire quelque chose. Julien Damon, sur ce sujet, des femmes victimes de violences, sur ces logements temporaires, vous avez vous travaillé sur ce sujet-là? Non, mais je peux quand même en parler longuement. Mais ce que je vais raconter, c'est que ça pourrait sembler étrange que le secteur de l'hébergement prenne en charge toutes ces difficultés aussi différentes. Notamment celle-ci qui est une difficulté fondamentale, bien sûr. Mais il faut se rappeler de l'histoire. 1945, loi Marthe, fin des maisons closes, c'est ça qui fonde l'ouverture des CHRS. Donc il y a un lien fondamental entre les grandes difficultés des femmes et le sujet de l'hébergement. Je voulais juste rappeler là-dessus, vous parlez d'un déficit de formation, il est quand même réel. Je le dis ici, puisque je vois plein de gens qui sont confrontés à ça tous les jours. La loi a changé ces dernières années. On a amélioré la prise en charge des femmes victimes de violences dans leurs dossiers, notamment pour les commissions d'attribution. Et ce n'est pas su, ce n'est pas connu. Et c'est pour ça que je veux le redire, c'est que les femmes victimes de violences n'ont pas de problème de logement au départ. Elles ont un problème de violence. Et il faut absolument qu'on les replace bien dans cela. Beaucoup sont solvables, beaucoup ont des revenus. Certes, elles doivent refaire l'ensemble de leurs papiers, l'ensemble de leur statut juridique, mais quand on leur demande des choses qui ne sont plus exigibles par la loi pour passer en commission d'attribution, et que donc elles vont se voir refuser un logement, c'est grave. C'est pour ça aussi que l'enjeu de formation, il est très important. Et très clairement là-dessus, il y a certes l'obligation de l'État, mais du côté des bailleurs sociaux, en tout cas c'est ce qu'on dit à l'USH, il faut que l'ensemble des bailleurs HLM, et notamment des plus gros, et ceux qui ont le plus d'argent, se mobilisent beaucoup plus là-dessus. Il est 18h30, alors est-ce qu'on continue un peu Olivier, parce que comme c'est toi qui conclus, je m'adresse à toi en fait, parce que tu vas devoir faire un résumé d'un peu de tout ce qu'on s'est dit. On a abordé plus que 3 ou 4 sujets, il y en a toujours certains qui sont sous-jacents. Oui, il est peut-être temps effectivement de conclure. Et encore une fois, je ne veux pas être ni fastidieux ni frustrant, mais peut-être plutôt que de reprendre ce qui a été dit, c'est peut-être d'identifier un certain nombre de sujets qui n'ont pas été évoqués directement, mais qui en tous les cas sont sous-jacents à ce qui a été dit, et qui peuvent pour la
les prochaines années, côté Amelie et du trait social, alimenter nos réflexions, comme on a eu un cycle sur la déprise, la pérédance et le logement d'abord. Encore une fois, on redit bien que ce pas des sujets qui sont clos aujourd'hui, mais il est bon aussi de se remuer les méninges régulièrement sur d'autres thématiques. J'ai le sentiment qu'il y a, en termes de pratiques professionnelles, on a des enjeux de performance sociale. Julien Damon parlait oser des gros mots comme la productivité. C'est vrai qui interpelle un peu dans ces métiers-là, mais je pense que il n'a pas fait exprès. Oui, je pense qu'il a glissé. Mais c'est vrai que c'est des questions qui se posent, parce que derrière l'accompagnement global, c'est un peu ça. Quand on a des centaines de millions qui sont mobilisés par différents acteurs pour faire de l'accompagnement et que le résultat n'est pas à la hauteur de ces investissements, c'est des vraies questions qu'on doit se poser. Côté des opérateurs associatifs, il y a des domaines dans lesquels on sait assez bien le faire, finalement, l'insertion professionnelle, enfin, les sorties positives à 6 mois sur des dispositifs d'insertion, c'est des choses qu'on fait, on l'a vu tout à l'heure, de manière très massive chez Batigère, c'est un engagement historique. C'est vrai que la performance d'un accompagnement social sur une situation qui présente généralement de multiples difficultés, pas qu'une seule. C'est à partir de quand ça est réussi, à partir de quand on considère que la personne est suffisamment remobilisée et suffisamment autonome pour faire face aux autres problèmes qui restent. Enfin, tout ça, c'est pas des sujets simples. Je pense qu'on a un peu besoin de recherche-action. Il y en a qui ont déjà travaillé là-dessus. Mais nous, en tous les cas, je pense que côté Amelie, très social, on a besoin de reprendre ce chemin de réflexion pour pouvoir aussi, avec les financeurs, justifier que les euros, au-delà des ETP mobilisés, ils ont bien servi concrètement et de manière autant que possible mesurable. Sur des sujets peut-être plus opérationnels, on a évoqué, ça a été évoqué, la problématique de l'hébergement qui est d'actualité. Je refais pas le match, mais en tous les cas, nous sommes pleinement mobilisés, Amelie et Batigère, sur de l'hébergement temporaire, notamment à Paris, sur des sujets parfois très compliqués, parce qu'on aime bien faire des trucs qui sont compliqués, quoi. Les équipes en souffrent, mais sur ce qu'évoquait Nicolas Zitoli de résidence sociale, plutôt tourné pour femmes en rupture d'hébergement. On a réussi l'exploit, en attendant que les travaux sur les bâtiments qui existent, c'est des bâtiments acquis, pendant quelques mois faire de l'hébergement pour femmes victimes de violences, pour préfigurer cette résidence sociale. Personne ne nous l'a demandé, c'est nous qui sommes créés ce lourd travail, parce que ça a été très compliqué, ça a fonctionné, et voilà, mais tout l'intercalaire a plein de formes différentes, et on sait le faire aussi sur des garages que Batigère achète et va transformer dans 2 ans, et plutôt que de le gardienner, on fait 1,4 million d'euros de travaux en 1 mois et demi, en H24, et on arrive à faire rentrer 200 personnes en 2 mois. Voilà, ça c'est les savoir-faire que l'on a. Et alors c'est une quête permanente, retrouver d'autres dispositifs, parce qu'ils sont là pour 2 ans, ou 1 an, ou 6 mois parfois. Et puis il y a de l'autre côté, et vous avez révoqué les multiples démantèlements de campements de Mesblida, où on a des structures provisoires qui étaient parties pour 6 mois et qui fonctionnent presque à date anniversaire depuis 6 ans. Des immeubles de bureaux dans lesquels on a mis des gens au sec, au chaud, à l'abri. Néanmoins, c'est des immeubles de bureaux dans lesquels on fait habiter des gens dans des secteurs qui ne sont pas forcément faits pour ça. Et ça renvoie à un ensemble de questionnements pour les travailleurs sociaux. Déjà, quel sens ça a Ça a bien sûr des enjeux de sécurité, je ne vous le cache pas. On prend des responsabilités collectives à faire perdurer ces situations. Je n'ai pas la panacée universelle, mais en tous les cas, je pense qu'il y a un sujet, et j'aime bien y revenir régulièrement, sur les nuitées hôtelières. C'était évoqué tout à l'heure par Julien également. On a aussi beaucoup de nuitées hôtelières, et comment... Adomal l'a fait avec les hôtels Formule 1, on le sait, mais comment on arrive peut-être à trouver des cercles vertueux de pérennisation de dispositifs qui, je pense, sont plus performants socialement, mais dans du bâti pas du tout adapté, et comment on les bascule dans autre chose qui est type hôtel, qui aujourd'hui sont utilisés à ces mêmes fins. Voilà, on ne purgera pas la question ce soir, mais en tous les cas, pour nous, c'est un véritable enjeu à différents niveaux. Et puis sur la location accompagnée, c'est un sujet qui est cher à Nicolas Zitoli. C'est vrai qu'on a des gros questionnements sur les seniors en perte d'autonomie, devenant dépendants. Nous, on fait le constat que nos foyers de personnes âgées, donc résidence autonomie maintenant, deviennent de fait
des vraies résidences sociales seniors. Les entrées dans ces établissements aujourd'hui sont essentiellement faites pour des personnes qui ont connu des parcours très difficiles. On n'a quasiment plus notre public historique de veuves de la sidérurgie. Les gens rentraient à 55 ans, ils rentrent aujourd'hui à 80 ans pour des cycles courts avant d'autres solutions plus liées à leur perte d'autonomie. Et ça renvoie tout un tas de questions sur le monde HLM, enfin, sur la société en général. Bien évidemment, il y a des débats nationaux là-dessus, mais en tous les cas, côté Batigère, on est mobilisé là-dessus. Et là aussi, en partant de la personne, en se disant que voilà, la personne à domicile en perte d'autonomie, comment s'organise la coordination de tous les services qui viennent en soutien pour permettre ce maintien à domicile, l'aide ménagère, l'aide infirmière, etc. Et surtout quand les solidarités familiales ou de proximité ne s'opèrent plus ou pas de manière suffisante. Donc beaucoup de questionnements. Et nous, on croit toujours beaucoup, on est peut-être dans les derniers, on croit toujours beaucoup au foyer de personnes âgées, résidence autonomie, on en reprend en gestion. Par contre, en dehors de la CNAV, CARSAT, personne ne s'intéresse au financement de la rénovation de ces bâtiments-là. Il y en a quand même 2200 en France, et je pense au moins les 3/4 à rénover rapidement. Et je crois que c'est un véritable enjeu qui pourrait être lourd de conséquences si jamais on ne le prend pas à bras-le-corps. Et puis, je terminerai sur des notions là aussi d'actualité très intéressante d'habitat inclusif. Des différents textes ont apporté des corpus des éléments qui permettent de travailler sur finalement une idée aussi qui est de dire des gens qui, à la base c'était ça je crois l'idée, des gens qui présentent un handicap ou qui s'approchent du grand âge décident, ou leurs proches, leurs parents, de les regrouper et de partager ensemble quelques logements, quelques pièces d'un logement et de mutualiser, de mettre en commun des moyens d'accompagnement. Là aussi, c'est remettre les gens acteurs, ça rejoint le sujet de tout à l'heure, remettre les gens acteurs de leur propre accompagnement. Donc voilà, ça c'est des sujets que nous on va creuser. Et pour finir sur le logement accompagné, un enjeu qu'on évoquait avant de démarrer tout à l'heure en aparté, je pense que par rapport aux différentes problématiques auxquelles on a affaire, on est encore aujourd'hui, et pour des fois des raisons tout à fait entendables, on est toujours aujourd'hui sur des dispositifs de logement accompagné très spécialisés. Il y a très peu d'objets polymorphes. Et alors le logement social peut être ce support polymorphe parce qu'on peut avoir plein de types de sous-location, d'intermédiation, de mandats, etc. sur le parc locatif. Il y a une énorme richesse que d'ailleurs l'Union n'observe pas assez et ne sait pas le quantifier, le qualifier et communiquer dessus. Mais néanmoins, il y a quand même le sujet des foyers de travailleurs migrants qui, je ne rouvre pas la boîte de Pandore, mais qui, on le sait tous, sont obsolètes et doivent tous être traités. Mais c'est un des seuls supports juridiques que l'on a aujourd'hui qui permettent dans un bâtiment de mixer des publics, de mixer des statuts administratifs, du CADA, de l'ALT, du CHRS, de l'UDA, de l'allocation directe, et d'avoir des parcours administratifs, des parcours statutaires, des parcours ascendants pour les résidents, pour les habitants de ces bâtiments, sans forcément qu'ils aient besoin de déménager. C'est assez rare. Parce qu'un des problèmes, notamment des résidences sociales, c'est que le jour où ça va mieux, il faut partir. Parce que vous n'avez plus rien à faire en résidence sociale. Vous perdez les solidarités de proximité, vous perdez tout ce que vous avez construit, et pour généralement arriver dans une situation qui n'est pas forcément meilleure en termes d'environnement global du logement. Donc c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur chez Amelie, parce qu'on est dans les zones détendues, où il y a eu historiquement beaucoup de FTM construits pour les besoins de la sidérurgie, sur lesquels les évidences de reconversion en logement ne sont pas du tout démontrées, mais qui aujourd'hui sont remplies, ont une véritable utilité sociale et permettent de mettre dans des conditions pas toujours suffisamment dignes par rapport à l'état de ces bâtis, mais en tous les cas de les mettre dans du dur et dans du pérenne sur lesquels ils puissent encore une fois évoluer dans leur statut et dans la durée avec un ensemble de personnes qui les accompagnent, qu'elles soient Amelie ou qu'elles soient d'autres associations ou services de l'État ou des collectivités, bien évidemment, à nos côtés. Donc voilà un peu ces quelques points que je voulais évoquer un peu pêle-mêle, et vous m'excuserez de ce côté un petit peu patchwork.